Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est très impressionnant de vous voir tous réunis ici sous ce lieu mythique, sous la coupole de l'Institut de France, pour ce dernier des 30 débats de ces rencontres capitales qui se sont déroulés pendant 3 jours. Dernier débat avant la cérémonie de clôture avec des surprises, ce qui fait qu'on devra terminer ce débat à 17h30 pile poil, tout juste, parce que, il faudra faire des répétitions avant cette cérémonie de clôture, avec cette surprise musicale notamment. Thème de ce dernier débat, y aura-t-il demain plus de liberté, de tolérance et de démocratie? Alors autour de moi, 5 invités, Dominique Schnapper, qui est sociologue, Darline Cottière, qui est directrice de la Maison des journalistes. Nous avons également Mario Stasi, qui a son fan club ici sous la coupole. Mario Stasi, qui est le président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Raphaël Glucksmann, qui est député européen. Et enfin, Gaspard Koenig, qui est philosophe. Alors, quel accueil, c'est formidable. Avant de leur laisser la parole et d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations et consignes sanitaires. Je vois que vous avez toutes et tous votre masque. Merci aussi de respecter les gestes barrières. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les partenaires de ces rencontres capitales qui, malgré le décalage de l'événement en raison de la crise sanitaire, de la crise du Covid, nous sont restés fidèles. Et puis j'en profite pour donner un grand merci aussi à l'organisateur de ces rencontres capitales, Christian Auboineau, le maître d'œuvre qui est derrière nous. Et Françoise Bonfante, qui pendant toutes ces rencontres capitales, pendant ces 3 jours, ont tout organisé avec calme, sérénité et une grande efficacité. Pour les informations maintenant pratiques, sachez qu'une librairie est située dans la 2e cour de l'Institut, qu'elle permet d'acheter tous les livres des intervenants. Sachez aussi que tous les débats sont en streaming sur le site rencontrecapitale.com. Alors ces rencontres capitales existent depuis maintenant 10 ans. Nous en sommes à la 6e édition et la 3e, ici à l'Institut de France, pendant 3 jours, des académiciens, des penseurs, des acteurs scientifiques, économiques et culturels ont décrypté les mutations de notre société avec un thème, cette année, réinventé. Les débats se sont déroulés bien sûr ici, sous la coupole, mais aussi dans un nouveau lieu, qui existe depuis déjà 3 ans maintenant, c'est la Grande Halle, avec juste en dessous le Grand Auditorium, et puis également dans la Bibliothèque Mazarine, absolument magnifique, si vous avez eu l'occasion d'y assister. Le précédent débat était absolument passionnant sur la laïcité, avec très animé et lieu absolument somptueux, et puis également des débats pendant ces 3 jours dans la grande salle des séances. Alors une nouveauté cette année, ces échanges pluridisciplinaires sont pensés pour servir d'inspiration aux futurs travaux des académies et aussi des organismes de recherche associés à l'événement. Alors ce débat, comme tous les autres, se déroulera en 3 parties. Première partie avec tous nos intervenants qui ont quelques minutes. Je vais être le maître des horloges pour qu'à la fin vous puissiez poser des questions. Je leur ai demandé de ne pas dépasser les 3-4 minutes maximum pour répondre à cette question. Y aura-t-il demain plus de liberté, de démocratie et de tolérance? Dominique Schnapper, elle a vraiment préparé les 3 minutes à la seconde près, donc on espère que tous les autres seront aussi précis sur le temps. Dans la seconde partie, les questions seront posées par un panel d'étudiants. Ils sont juste derrière nous. Des questions qui ont été préparées et puis sélectionnées aussi en collaboration avec nos différents invités. Puis dans la dernière partie, j'y veillerai. Vous pourrez poser toutes les questions à nos 5 invités. Donc je vous présente un tout petit peu plus longuement. Dominique Schnapper, qui est sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est auteure d'une 20aine d'ouvrages, notamment sur l'intégration, la citoyenneté, la démocratie, notamment en 2017, République, Nation, Laïcité. Raphaël Glucksmann, député européen, mais aussi essayiste. Raphaël Glucksmann, vous avez dirigé le Nouveau magazine littéraire et fondé en 2018 le mouvement Place Publique.
Gaspard Koenig, vous êtes philosophe, vous avez fondé le think tank Génération Libre et le Mouvement Simple, et puis votre dernier livre en date est un récit, Notre vagabond de la liberté, récit d'un voyage de 5 mois à travers l'Europe sur les traces de Montaigne. Mario Stasi, vous êtes avocat au bureau de Paris et depuis 2017, vous êtes le président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Enfin, vous pouvez aussi applaudir, comme vous avez applaudi Mario Stasi, Darline Cottière. Darline Cottière, qui est directrice de la Maison des journalistes. Alors, c'est vraiment une structure unique au monde qui accueille à Paris des journalistes réfugiés, mais qui a aussi des actions d'éducation aux médias. Darline est par ailleurs détentrice d'un doctorat en sciences du langage et experte en éducation dans un contexte plurilingue. Alors, je suis moi-même, Albéric de Gouville, je suis le président de la Maison des journalistes, et Christian Auboineau, qui organise ces rencontres, et le vice-président et l'ancien président de la MDJ. Vous voyez, la MDJ est présente un petit peu partout. On est d'ailleurs, la Maison des journalistes est d'ailleurs partenaire de ces rencontres capitales. Juste pour terminer, un autre partenaire, parmi les nombreux partenaires, c'est France 24, dont je suis rédacteur en chef et chef du service reportage. Alors, rentrons maintenant dans le thème du débat. Plus de démocratie, de liberté et de tolérance pour demain. Point d'interrogation. Le point d'interrogation est important parce qu'a priori, la question peut sembler incroyablement optimiste, alors que les mouvements populistes se développent à travers le monde, jusqu'à porter au pouvoir Donald Trump aux États-Unis en 2016 ou Jair Bolsonaro au Brésil. En France, la pré-campagne électorale pour la présidentielle est dominée par l'irruption d'un polémiste d'extrême droite qui envisage de se porter candidat. En Europe, plusieurs pays comme la Pologne veulent ériger des murs pour empêcher l'arrivée de migrants. Au Proche et au Moyen-Orient et au Maghreb, les révolutions arabes ont parfois débouché sur des régimes encore plus autoritaires, et même la Tunisie, qui faisait un petit peu office de modèle, la Tunisie est dans une voie que l'on peut qualifier peut-être de dérive dangereuse. En Afghanistan, le retour des talibans ramène le pays 20 ans en arrière. Au Soudan, les espoirs de démocratie ont été stoppés avec le coup d'État, coup d'État des militaires, même si ce week-end, un accord a été trouvé pour le retour de l'ancien Premier ministre. On verra ce que cela donnera. Bref, ces derniers mois n'ont pas été source d'optimisme, loin s'en faut. Et on compte donc sur nos invités pour nous redonner de l'espoir, avec d'abord un propos introductif pour chacun, donc 3-4 minutes maximum. Et puis dans la deuxième partie du débat, il y aura les questions des étudiants. Et la troisième partie, ce sera avec vous, vos questions dans le public. On commence avec vous, Raphaël Glucksmann. Au Parlement européen, vous avez l'air surpris. Au Parlement européen, le sujet de la Pologne, la Biélorussie, et je l'imagine au cœur des débats actuellement, avec cette crise migratoire. Et là, on ne peut pas vraiment dire que la tolérance soit le maître mot. Bref, plus de démocratie, de liberté, de tolérance. Est-ce que la priorité, ce n'est pas déjà d'éviter qu'il y en ait moins? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous, mais je vais vous reprendre, et je vais essayer de ne pas vous reprendre à chaque fois, mais ce n'est pas une crise migratoire à la frontière de la Pologne. C'est une guerre hybride menée contre l'Union européenne par un tyran qui s'appelle Loukachenko et qui utilise des êtres humains comme des pions. Qui a orchestré un petit peu ces... Et donc, c'est qui a fabriqué cette crise migratoire. Donc, en fait, ce que ça nous permet de comprendre, c'est d'abord qu'on a des adversaires et qu'il y a des ennemis de la liberté, de la démocratie et de la tolérance. Or, ça, c'est quelque chose qui, dans le logiciel des élites européennes, est une révolution mentale. Parce qu'en fait, la question qu'on se pose tous ici, plus de démocratie, plus de liberté, plus de tolérance, ça semblait être une loi de l'histoire en 1990 et en l'an 2000. C'était une évidence, c'était le moment de la fin de l'histoire de Fukuyama, c'était quelque chose qui a vraiment habité l'intelligentsia européenne. Cette idée qu'il n'y aurait plus de grands conflits, qu'il n'y aurait plus de grands récits, qu'il n'y aurait plus de grandes adversités philosophiques et politiques. Et donc là, on se réveille dans un monde où en fait, on se rend compte que si, la liberté, la démocratie ont des adversaires. Et que donc il va falloir sortir de cet état post-moderne, d'un rapport au monde
non conflictuelle qui voulait que la mondialisation, en mondialisant le commerce, allait aussi mondialiser les libertés, la démocratie, les droits humains. Et on a un contre-exemple fondamental que vous n'avez pas cité, mais qui est la Chine. La Chine s'est ouverte au commerce, la Chine a fait émerger une classe moyenne, mais loin de s'être démocratisée, elle est beaucoup plus autoritaire aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça met par terre l'ensemble de l'architecture mentale de ce que me transmettaient mes profs à Sciences Po. Parce qu'eux me disaient que quand on se libéralise économiquement, on se libéralise aussi politiquement. Et on se rend compte que c'est complètement faux. Et donc, en réalité, pour répondre à la question qui est posée, tout dépend de nous. Puisque nous sommes dans une situation d'adversité, c'est notre niveau d'engagement pour la démocratie, c'est notre capacité à agir en tant que citoyen, pas simplement en tant qu'individu, c'est notre foi, en quelque sorte, dans la démocratie et dans la liberté, qui répondra à la question pour nous. Mais il n'y a plus aucune automaticité. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible que demain, dans 5 ans et dans 10 ans, il y ait infiniment moins de liberté et de démocratie qu'aujourd'hui. Et il y a des modèles, des contre-modèles qui fonctionnent. Et c'est ça le danger. C'est quand on a face à soi, non pas une illusion, mais un modèle qui fonctionne réellement. Et ce monde-là, prenez conscience du fait que vos dirigeants, vos élus, ne sont absolument pas intellectuellement préparés pour l'affronter. Parce que c'est un monde difficile, tragique, et qu'en fait on a eu une attitude comique dans notre rapport au monde. C'est-à-dire, le comique, je suis très bref, vous inquiétez pas, le comique prend des grands problèmes et en fait quelque chose de superflu et de superficiel. Le rapport tragique au monde, c'est d'appréhender la gravité des faits qui vous font face. Et ils ont été élevés, éduqués, dans un rapport comique au monde. Et donc, ils ne comprennent pas ce qu'est une adversité existentielle, une menace existentielle. Or, la menace existentielle, c'est précisément, on va en reparler, ce qui légitime l'existence de l'espace public, de l'État, de la citoyenneté. Je reviendrai quand même en quelques mots sur cette... alors effectivement, l'expression crise migratoire n'est pas bien choisie, mais sur cette situation qui existe actuellement à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, c'est une situation ponctuelle orchestrée par un dictateur, Loukachenko, en Biélorussie. Néanmoins, ce problème aux frontières de l'Europe, avec cette volonté de certains pays, j'ai cité la Pologne, mais on pourrait citer la Hongrie, d'ériger des murs, et cette volonté d'ériger des murs, eh bien, qui est reprise par une partie de la classe politique française. Est-ce que là, ça n'est pas un recul tout simplement de l'idée de démocratie en Europe, un recul par rapport à l'Europe, l'idée qu'on se faisait de l'Europe? Non, et si le dictateur Loukachenko utilise cette carte-là dans son rapport de force avec l'Union européenne, c'est parce qu'il sait qu'il touche là le point faible de l'Union européenne. Et que l'incapacité qu'on a à avoir une politique européenne de l'asile et de l'accueil, une politique migratoire européenne commune, nous rend extrêmement friables. Je vais juste vous raconter, pour vous montrer que ce n'est pas du droit de l'homisme, parce que c'est mal vu. Hein. Donc, quand Kaboul tombe, les talibans prennent le pouvoir, on sait tous que c'est orchestré largement par les services secrets pakistanais. Le rôle du Pakistan dans cette histoire est fondamental. Le Pakistan bénéficie des tarifs douaniers préférentiels de l'Union européenne qui sont destinés à favoriser les pays émergents. C'est un pays qui dépense des milliards dans un programme nucléaire, qui dépense des milliards dans la volonté de mettre au pouvoir les talibans, qui par ailleurs organise des campagnes de boycott des produits français et des campagnes violentes dans ces villes. Et donc, se pose la question quand même, peut-être peut-on entrer dans une forme de rapport de force très modéré en mettant en question les tarifs douaniers préférentiels du Pakistan. La réponse des dirigeants européens et des fonctionnaires à Bruxelles, immédiatement. Mais vous n'y pensez pas? Au contraire, il faut aller tout de suite voir les Pakistanais pour les supplier de nous préserver de la vague migratoire qui arrive. Et donc, en réalité, notre peur panique d'aborder la question migratoire, notre peur panique de l'invasion, eh bien, cela produit une faiblesse géopolitique, mais horrible. On est dans les mains d'Erdogan, on est dans les mains de Loukachenko, on est dans les mains des dirigeants pakistanais. Tout ça parce qu'on a l'impression qu'ils ont l'arme atomique contre nous, c'est-à-dire envoyer des boat people sur nos côtes.
Alors, cette question migratoire, la conséquence, ce sont des êtres humains, des réfugiés qui arrivent en Europe et pas que. On l'a vu entre la frontière entre les États-Unis et le Mexique, évidemment, mais en Europe notamment et en France notamment. Darline Cottière, tous ces réfugiés qui arrivent en France, certains d'entre eux sont des journalistes. La Maison des journalistes est là pour les accueillir quand ils ont été persécutés pour leur travail de journaliste. Vous avez un micro juste là. Alors, oui, justement, la Maison des journalistes est, dans ce sens, une forme de baromètre de la situation des libertés dans le monde, de la situation des démocraties. Au fait, la liberté de la presse, la liberté d'expression, de manière plus générale, est un indicateur, justement, de la santé de nos démocraties, des démocraties de manière générale. Mais c'est vrai qu'avant, quand on parlait du respect des valeurs démocratiques, du respect de la démocratie, on pensait à d'autres pays qui sont beaucoup plus éloignés de l'Europe, donc ça ne concernait pas les pays européens. Et là, on constate que les démocraties dans cette région du monde, la démocratie est en train de vaciller aussi. Donc Raphaël Glucksmann vient de dire, peut-être qu'il y a d'autres modèles, effectivement. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par démocratie? Donc il faut aussi se poser cette question. En tout cas, nous, à la Maison des journalistes, on a on voit cette évolution à travers les personnes qui arrivent, qui ont été victimes dans leur pays, qui ont été privées de liberté, qui ont été privées d'un ensemble de droits fondamentaux. Et en premier lieu, voilà, la liberté de la presse, la liberté d'expression qui, je le rappelle, est garantie par l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, en ce sens-là, nous, peut-être que je suis en train d'anticiper votre question, c'est de mettre l'accent sur la sensibilisation au respect de cette valeur-là, ou de ces valeurs fondamentales. Donc on s'évertue à le faire à travers l'éducation aux médias, mais pas uniquement, à travers des actions éducatives pour éveiller la conscience des jeunes, mais ce n'est pas uniquement les jeunes, notre public privilégié. Et nous, on est justement sur le terrain, donc on peut voir cette régression dans la façon de penser de certaines personnes qui viennent d'ailleurs, de certaines personnes aussi qui sont en France, des citoyens français, des citoyens européens, d'où la question de savoir qu'est-ce qu'on entend maintenant par démocratie, de quoi l'on parle. Ça, c'est une vraie question et ça m'interpelle. D'ailleurs, je voudrais juste ajouter qu'avec l'opération Renvoyé spécial, où des journalistes réfugiés de la Maison des journalistes témoignent dans toute la France à travers dans des classes, eh bien, en général, il y a une défiance souvent envers les journalistes. Et quand des journalistes parisiens vont témoigner comme ça, ils ne sont pas automatiquement accueillis avec bienveillance. Et là, quand ces journalistes réfugiés qui ont été menacés, qui ont été censurés, dont la vie a été mise en danger, témoignent devant les classes pour l'avoir vécu plusieurs fois, il n'y a pas une mouche qui vole. Et là, on s'aperçoit de l'importance de cette profession, de ce métier pour défendre la liberté d'expression et la liberté tout court. Pour défendre la liberté, nous avons également Mario Stasi. Mario Stasi, vous êtes avocat et aussi président de la LICRA. Est-ce que vous avez le sentiment que la situation en matière de tolérance et de liberté s'est améliorée au cours de ces dernières années, alors que les opinions radicalisées se sont développées, sont apparues au grand jour, notamment sur les réseaux sociaux? Écoutez, merci déjà d'inviter la LICRA. Et puis, comme je suis avocat, je prends une question et je réponds comme je veux, mais pas forcément à la question qui est posée. Puisque aussi bien ce que je viens d'entendre de la part de Raphaël Glucksmann et de vous-même m'incite à une réflexion qui est vraiment dans la lignée du combat que nous menons à la LICRA. Quand j'ai vu le programme de ces 2 journées, je me suis dit que la LICRA pouvait s'inscrire dans chacune des tables. Il y en avait une sur la laïcité, l'autre sur la parole, je crois, juste avant, et l'autre sur l'enseignement, l'éducation, et en fait est ainsi dressé le panorama d'un vrai combat politique. C'est-à-dire une certaine vision de la cité qui est celle qu'à la LICRA nous prônons. Démocratie, liberté, tolérance. Tolérance et fermeté. Tolérance, acceptation de l'autre. Crise migratoire, réfugiés, accueil. Accueil.
tolérance. Mais dès 1930, il faut savoir qu'à la LICRA, on avait ce pragmatisme et cette fermeté qui consistait à dire que nous devons prendre, nous, politiques, notre destin en main et qu'on doit organiser sur le territoire national et en Europe, la SDN, c'était Bernard Lecage, président de la LICRA, on doit organiser la venue et l'installation de telle manière à ce qu'on ne crée pas des ghettos. Tolérance, mais exigence. Tolérance et fermeté. La liberté d'expression, vous l'avez rappelé, a ses limites. La fermeté, c'est de rappeler que l'on a le droit de penser ce qu'on veut, de dire dans l'intime ce qu'on veut, mais dans l'espace public. Si l'on veut plus de démocratie, plus de liberté, plus de tolérance, il faut qu'on affiche aussi une certaine exigence. C'est ce qu'on appelle ce socle commun qui est la laïcité et qui fait que l'on peut définir ce qui est disciple de ce qui est délictuel. C'est une règle que l'on doit respecter et c'est en respectant cette règle qu'on offre un espace de liberté. Pour être caricatural, mais tout à fait dans l'air du temps, sale juif, tu crèves, ce n'est pas du débat, ce n'est pas de la liberté d'expression, ce n'est pas disciple. C'est indicible, ce n'est pas une loi liberticide qui fait que c'est un délit, c'est une loi qui délimite ce que, dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression permet ou ne permet pas. Donc, je veux dire, tolérance, il y a le pendant qui est exigence. Alors, vous m'avez posé la question, je vais quand même essayer d'y répondre très brièvement. Est-ce que la situation est pire qu'elle l'était auparavant? Je ne sais pas si elle est pire, je sais en tout cas qu'elle est dangereuse. Que tant que l'on, sous couvert d'anonymat, permettra cet accélérateur que sont les réseaux sociaux de ce qu'il y ait un déversoir de haine et de propos délictueux, tant qu'il y aura l'anonymat et toujours pas de responsabilisation des hébergeurs ou autres, on aura un effet multiplicateur de la parole de haine, de la parole destructrice, qui n'est pas une parole de liberté, qui n'est pas une parole de tolérance, et il est évident qu'il y a là, par exemple, un premier combat. Le deuxième combat, c'est aussi pour qu'il y ait plus de liberté et de tolérance, et je vais être rapide, c'est qu'on soit enfin performant, soucieux d'un vrai combat contre les discriminations. Puisque s'il y a un socle solide, qui est la laïcité, qui est exigeante, et s'il y a une exigence qui s'impose à nous, j'allais dire politiques, c'est-à-dire vivant pour une certaine vision de la société, et si nous luttons efficacement enfin contre les discriminations, liberté pour tous à l'emploi, liberté pour tous à la promotion, à l'accès aux biens immobiliers et autres, c'est aussi un des aspects de la liberté. Si ces deux socles sont solides, alors on pourra créer une société de tolérance, on pourra avancer efficacement dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais vous voyez que derrière ces trois mots s'impose une exigence au-delà de la pétition de principe qui sont de vrais programmes politiques. Et arrêtons les faux-semblants, je veux dire, je me méfie énormément de la démocratie d'opinion, où très rapidement, il y a ce qu'on appelle une punchline, c'est-à-dire une opinion affirmée, et on ne prend plus le temps de l'analyse du fait, de l'analyse, enfin, d'abord de la relation du fait, qui parle, qu'est-ce qu'on dit, pourquoi, de l'analyse de ce fait, on est immédiatement dans la démocratie d'opinion. Ce qui est beaucoup le cas actuellement, notamment en France. Et ce qui est un écran de fumée qui permet en fait d'avoir une visibilité accrue, mais sans régler aucun problème, ni proposer d'ailleurs aucune solution. Merci Mario Stasi. Alors justement, pour aller sans doute, je ne préjuge pas de ce que vous allez dire Dominique Schnapper, mais pour aller un petit peu dans votre sens, c'est-à-dire les dangers de la liberté d'expression notamment, Dominique Schnapper, vous allez nous dire que plus de liberté, plus de démocratie peut avoir des effets pervers. Oui, Raphaël Glucksmann a insisté sur les dangers extérieurs de la démocratie. Et moi, je voudrais, en prolongement de ce qui vient d'être dit, insister sur certains des dangers intérieurs, c'est-à-dire le risque de délitement d'une démocratie. C'est vrai que les démocraties ont de la peine à penser que l'histoire est tragique, surtout les démocraties depuis la Seconde Guerre mondiale, qui se sont réorganisées autour de la bienveillance, de la paix généralisée et du bon rapport avec les anciens ennemis, de la réconciliation avec l'Allemagne. Bon. Et donc, elles ont
avons beaucoup de peine à penser que nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, des ennemis qui veulent nous détruire. Et il faut y penser. Alors moi, je voudrais insister sur 2 points. La dynamique démocratique fait qu'on demande toujours plus de liberté et toujours plus d'égalité. À partir du moment où on fonde la société sur cette idée de la liberté et de l'égalité de tous les citoyens, il y a une espèce de dynamique qui fait qu'on n'a jamais assez de liberté, parce qu'effectivement, il n'y a pas de limite intrinsèque à la liberté et à l'égalité. Et donc, on risque de se retrouver dans cette situation qu'au nom de la liberté, ce n'est plus la liberté, c'est la licence, c'est-à-dire l'idée qu'on peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment et en ne tenant pas compte des autres et en ne tenant pas compte des institutions qui organisent cette liberté. Or, la véritable liberté, la liberté politique, est une liberté organisée par des institutions qui la garantissent. Et dans la démocratie que, à la suite de Montesquieu, j'appelle extrême, c'est-à-dire celle dans laquelle nous vivons, il y a un risque que la demande de liberté devienne simplement une demande de « je fais ce que je veux » et d'ailleurs, je ne respecte aucune institution, aucune norme, aucune tradition. Donc c'est une première dimension qui nous rend faibles, parce que les démocrates deviennent faibles s'ils n'ont plus le sens du collectif, de l'intérêt du collectif, de la volonté de défendre ce collectif. Et au nom de la recherche et de la liberté et de l'égalité, ils risquent d'oublier qu'il y a des institutions qu'il faut respecter, des débats qu'il faut organiser autour des grands problèmes, des décisions qu'il faut prendre et des responsabilités qu'on a à prendre vis-à-vis du monde extérieur. Et je ferai le même type d'analyse pour la tolérance. La tolérance, qu'est-ce qui est contre, hein? Aucun de vous ne répond à la question qui est posée collectivement en disant non, il faut moins de tolérance. Mais la tolérance ne veut pas dire tolérer tout. Il y a des situations, il y a des personnes, il y a des affirmations, il y a des comportements qui sont intolérables. Et l'idée de l'équilibre, n'est-ce pas, entre les uns et les autres, me rappelle toujours cette histoire juive, rassurez-vous, elle tient en 30 secondes. Vous savez, Hitler n'aimait pas les Juifs, mais il faut bien reconnaître que les Juifs n'aimaient pas Hitler. Donc, vous voyez, l'équilibre entre l'équilibre. Bon. Alors, au nom de cet équilibre, on risque de ne pas faire les choix et de ne pas condamner ce qui est intolérable et donc de ne pas défendre ce qui doit être toléré comme faisant partie de la liberté d'expression qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est une dimension essentielle de la démocratie. Et donc, il y a non seulement le danger extérieur, mais il y a aussi le danger intérieur d'un délitement et d'un affaiblissement des vraies valeurs démocratiques et de la volonté de les défendre. Merci Dominique Schnapper. Et pour terminer ce premier tour de table, Gaspard Koenig, vous allez notamment, Gaspard Koenig, nous parler de la bureaucratisation qui peut être un danger, bureaucratisation du monde et de la vie, qui peut être un danger pour la liberté notamment. Et pour répondre à cette question, plus de liberté, quels sont les obstacles? C'est à vous. Déjà, je voudrais qu'on remercie. Et bonjour à tous. Je voudrais qu'on se regarde un peu nous-mêmes. La France fait des grandes leçons à un certain nombre de pays dans l'Union européenne sur la liberté et l'équilibre des institutions. Mais je rappelle quand même qu'on vit dans un pays qui, depuis 6 ans, a passé plus de la moitié de son temps sous état d'urgence. Aujourd'hui, le Parlement ne vote pas la politique sanitaire, comme vous le savez. Enfin, il vote tous les 6 mois pour dire qu'il ne votera pas. Ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas en Angleterre, ce n'est pas le cas en Italie, ce n'est pas le cas en Espagne. C'est absolument pas une fatalité de décréter l'état d'urgence. Et on n'en sort pas. Mieux, on l'a rebaptisé sortie de l'état d'urgence. Maintenant, nous sommes en sortie d'état d'urgence, ce qui veut dire que nous sommes toujours en état d'urgence. Pour accéder à cette coupole, j'ai dû montrer un pass sanitaire. Je ne veux pas lancer la question sanitaire. Il me semble que c'est une mesure restrictive de la liberté de circulation qui, pour ma part, je ne veux pas faire ce débat, est disproportionnée, en tout cas qui mérite qu'on s'arrête sur la question de la disproportion par rapport à la finalité sanitaire recherchée, et qui, au fond, nous fait entrer dans un monde où l'espace public, l'espace de la cité, l'espace de la libre circulation, c'est ça la cité, c'est quand Socrate se balade partout et parle à tout le monde.
devient découpé en sas, en séries de sas, où il faut constamment montrer un document, être vérifié, homologué, certifié, pour simplement pouvoir vivre. Et ça va en s'accélérant, et au sein même de notre société, si vous voulez, libérale, avec son Conseil d'État et son Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, vous avez des candidats de centre droit, tout à fait décents, à l'élection présidentielle, qui proposent, sans sourciller, de généraliser, enfin en tout cas d'installer la reconnaissance faciale dans les transports en commun. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'ombre de nos libertés, comme disait Tocqueville dans ce passage célèbre sur le totalitarisme démocratique, à l'ombre de la souveraineté du peuple, peut se développer une société, au fond, extrêmement dure, à laquelle nous nous habituons peu à peu, parce qu'il n'y a pas de rupture majeure, mais c'est petit à petit que nous nous habituons au délitement de ces libertés qui nous semblaient si importantes. Et bien sûr, on nous disait il y a un an, il n'y aura jamais de passe, vous vous rendez compte, c'est pas possible, pas chez nous. Et puis là, maintenant, tout le monde a pris l'habitude, tout le monde le... La résilience est absolument formidable depuis le début de la crise sanitaire. Tout le monde le tend, voilà. Et indépendamment de ce qu'on pense du fond du sujet, ce fait que nous nous habituions aussi vite me rend quand même très perplexe. Et je pense qu'un auteur qui nous aide à réfléchir à tout ça, c'est David Graeber, qui a écrit ce livre magnifique sur l'utopie des règles, la bureaucratisation du monde. Lui, au fond, c'est un peu un anarchiste, un anthropologue anarchiste, mais tout à fait dans la lignée, à mon sens, de Tocqueville. Et dans son livre, il a une phrase qui, moi, m'a beaucoup fait réfléchir, qui est un peu brutale et provocatrice, mais je vous la livre comme telle, je mets des guillemets. Il dit, au fond, est-ce que le paysan sous Louis XIV n'était pas plus libre que le citoyen dans nos démocraties? Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut dissocier la question de la légitimité de la source du pouvoir, et on est tous d'accord qu'on vit en démocratie et que le pouvoir est légitimement élu, de la question du degré d'intrusion du pouvoir dans nos vies. Et pour un anarchiste comme Graeber, peu importe au fond la légitimité de la source, ce qui importe vraiment, c'est à quel point nous sommes freinés dans notre vie quotidienne par la norme d'où qu'elle vienne au fond, et quelle que soit sa justification. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que du temps de Louis XIV, Montaigne dit pareil, il dit « le gentilhomme n'est pas frappé plus de 2 fois dans sa vie par le poids de la souveraineté ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le roi il a plein de pouvoirs arbitraires, mais qu'au fond on peut glisser, on peut passer entre les gouttes assez facilement. C'est ce que veut dire Graeber. Alors qu'aujourd'hui, le pouvoir il est plus contrôlé, mais on ne peut plus glisser on ne peut plus passer entre les gouttes. Et c'est pour ça que Graeber dénonce ce qu'il appelle la bureaucratisation, mais qui va bien au-delà de la paperasse administrative. C'est la question de la norme en général, de la production de normes, y compris bien sûr par le secteur privé, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une gare, par exemple, c'est un autre bon exemple, la gare, qui était l'espace de libre circulation par excellence, la porte à double battant ouverte sur le monde, disait Valérie Larbaud. Et maintenant, c'est plus une porte à double battant ouverte sur le monde, c'est un double portique où il faut montrer des codes partout, il y a des vigiles partout, il y a des petits ronds, où il faut montrer sa carte d'identité parce que le billet de train est devenu nominatif, pardon d'être très concret, mais je pense que ce sont ces exemples très concrets qui font qu'on perd peu à peu, en fait, notre marge de manœuvre. Et c'est pour ça qu'au sein même de nos sociétés, disons, globalement libérales, avec une conception rigoureuse de l'état de droit, je pense qu'il n'est pas anecdotique de se battre contre ce phénomène. Et la dernière chose, c'est que la liberté, c'est aussi une question personnelle, existentielle, et que quelque part, il faut aussi la vivre pour soi, avant d'en parler politiquement. Et chacun ensuite peut avoir son expérience, mais je pense qu'il est bon d'en faire la recherche. Les stoïciens faisaient par exemple des cures de pauvreté volontaire, où ils partaient pendant des semaines en mendiant, et puis après ils revenaient dans leur palais, pour comprendre, pour se faire une forme de pratique du dépouillement, et pour être d'autant plus fort ensuite, parce que quand on s'est réduit à une forme de... quand on a réussi à être soi, dans des conditions aussi difficiles, aussi austères, eh bien, on est plus à même ensuite de participer à la vie de la cité. Donc c'est aussi à chacun de trouver en nous-mêmes notre espace de liberté. Nous n'avons pas trop de retard. Raphaël Glucksmann, vous vouliez réagir en quelques mots à ce que vient de dire Gaspard Koenig? Je n'avais pas émis de souhait particulier de réagir, mais je veux bien, si on m'en offre la possibilité. Je veux dire, oui, après, la liberté de chacun s'inscrit dans celle du tout. Or, si on prend l'exemple du pass sanitaire en particulier, je pense que notre avis va différer là-dessus, on sacrifie une part de liberté pour empêcher qu'il y ait une négation de la liberté de tous qu'est le confinement. Et donc, je pense qu'il y a aussi, aujourd'hui,
dans une société qui est peut-être beaucoup plus normée, mais qui est aussi beaucoup plus individualiste, il y a aussi une réticence de l'individu en chacun de nous à s'effacer devant la figure du citoyen qui doit nous habiter. Le citoyen, il s'inscrit d'emblée dans une perspective collective. L'individu, il vit pour soi, en soi. Et quand on prend la parole aujourd'hui, de plus en plus souvent, on s'exprime en tant qu'individu. Et c'est finalement un produit qui traverse l'ensemble du spectre politique, qui va bien au-delà de la scène politique, qui est commun à l'ensemble des sociétés occidentales. Et il y a ce risque profond, qui est celui d'un délitement. Quant à la perte de liberté politique aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt une perte de citoyenneté active. C'est-à-dire que la liberté, ce n'est pas simplement quelque chose de négatif, ce n'est pas simplement la liberté individuelle, c'est la liberté de l'homme qui se réalise dans le fait qu'il exerce son contrôle du destin commun. C'est celui qui participe à la vie de la cité. Et ce qui, aujourd'hui, conduit au délitement, à mon avis, de la cité, c'est cette impression d'impuissance collective et cette impression que finalement, la seule liberté que je vais avoir, c'est celle du retrait, c'est celle de vivre ma vie telle que je l'entends, dans mon quartier, avec mon environnement. Et je pense qu'il faut sortir de cela. Et j'ai juste un exemple concret. Je reviens d'un pays qui n'est pas vraiment un exemple de bureaucratisme soviétique, qui est Taïwan. À Taïwan, ce qui m'a fasciné, c'est à quel point les phrases qui en Europe sonnent ultra creuses, c'est-à-dire démocratie participative et tout ça, c'est des budgets participatifs, il y a 12 personnes qui le font, ça n'a aucun intérêt. Enfin bon, c'est un gadget démocratique. À Taïwan, il y a 11 millions de citoyens qui participent directement à l'élaboration des lois. 11 millions sur 23 millions d'habitants. Et les individus les plus talentueux d'une génération, qui en France voudraient être chanteurs ou faire une start-up, eh bien ils rêvent d'une chose, c'est de rentrer dans l'administration publique, dans le service public, dans la classe politique. Et pourquoi ils font ça? Eh bien parce qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la démocratie taïwanaise qui fait que chaque Taïwanais, c'est l'épée de Damoclès, c'est l'invasion de la Chine communiste, et que chaque Taïwanais se rend compte que s'il veut être libre individuellement, il va falloir combattre pour préserver la liberté collective, la liberté du tout. Et que donc, la sphère publique, la place publique est sacralisée. Et je crois que nous, liés à cette fin de l'histoire dont je parlais au début, on a désacralisé cet espace public, on a désacralisé la figure du citoyen en nous, et à la fin, on se retrouve dans une situation où la moindre requête à notre individualité est perçue comme une agression par l'espace public, et que s'il faut accepter de perdre un peu de liberté individuelle pour empêcher le tout de perdre sa liberté totale, on vit ça comme une agression. Et donc, je diffère un peu. Quelques mots de Dominique Schnapper et Gaspard Koenig, si vous voulez répondre, mais vraiment très très rapidement ensuite à ce qui aurait été dit. Oui, juste quelques mots en prolongement de ce que Raphaël vient de dire. Je pense que c'est le propos qui était tenu était un peu une illustration de, quand j'avais dit rapidement, la liberté n'est pas la licence, c'est-à-dire la licence consiste à faire ce que j'ai envie de faire et sans tenir compte du collectif, pour le dire en d'autres termes. Et je suis très frappée sur les gens qui refusent les obligations qui sont liées à la situation sanitaire actuelle, et parce qu'au nom de leur liberté personnelle, de ce qu'ils considèrent comme la liberté personnelle, refusent de respecter. Or, s'ils sont malades, ils iront à l'hôpital. Public, payé par nos impôts à tous. Et je crois qu'on a là vraiment la contradiction, c'est que nous demandons à la fois, les démocrates ont tendance à demander à la fois une liberté complète, à entrer dans la gare comme ils le veulent, sans avoir, et quand ils ont oublié leur téléphone portable, c'est catastrophique. Bon, nous aimerions être libres, mais en même temps, nous attendons beaucoup du collectif et des protections qui nous appellent, qui nous apportent. Et donc, on ne peut pas demander cette protection et en même temps ne pas vouloir les contraintes qui lui sont liées. Gaspard Koenig, ensuite Mario Stasi, Mario Stasi d'abord. Oui. Juste un mot pour compléter, je suis assez d'accord évidemment avec ce que vient de dire M. Glucksmann. La crise sanitaire vient stigmatiser, je veux dire, un phénomène qui existait depuis bien longtemps. Et la dissociation entre individu et citoyen
je sais qu'il y a quelques questions qui vont être posées sur l'engagement, cette forte individualisation qui fait que et moi, et mon identité, et mon petit bien-être, et mon petit précaré, qui fait que, c'est pas ce que vous avez dit, j'entends bien, mais ce phénomène de repli sur soi et d'oubli du déplacement de soi pour devenir citoyen et construire la société que nous souhaitons, peut-être faut-il en effet qu'il y ait la menace d'un pays pour que des millions réagissent et deviennent participatifs à cette vie citoyenne. Mais ce phénomène-là, il est bien antérieur à la crise sanitaire. Oui, mais il a été révélé. Mais le taux d'engagement, le sens collectif se perd. Le sens collectif se perd. Pour clore cette première partie, Gaspard Koenig, tout le monde n'est pas automatiquement d'accord avec ce que vous avez dit. D'abord, face à un énoncé qui semblait aussi consensuel, plus de démocratie, de tolérance et de liberté, je suis ravi d'avoir introduit un peu de débat. Et je ne vais pas revenir sur la question sanitaire parce que je pense que ce que vous avez dit, cher Raphaël, illustre simplement le discours gouvernemental, la menace du reconfinement. Et je pense qu'à partir du moment où le vaccin est universel, disponible et efficace. Et merci l'État, et merci d'ailleurs la mondialisation d'avoir permis ça, parce que ce n'est pas la France qui a trouvé le vaccin. Eh bien, à ce moment-là, on passe d'une question de politique publique sanitaire, où effectivement il fallait protéger les autres et donc se confiner. J'en suis tout à fait conscient et d'accord, et je n'ai jamais écrit contre le confinement. Mais à partir du moment où chacun a les moyens de se protéger lui-même, ça devient davantage une question de responsabilité personnelle, et on n'arrive plus à tracer cette ligne dans le débat. Après, je pense que ce que j'ai entendu aussi illustre quelque part, permettez-moi de le dire dans des termes que vous allez juger sans doute un peu populistes, la déconnexion des élites vis-à-vis de la réalité de ce que vivent les gens. Parce que Raphaël Glucksmann n'a pas parlé de Taïwan. Mais je l'invite à aller en France, et notamment à faire, comme je l'ai fait, le tour de France 2 fois, dans tous les petits villages reçus chez l'habitant, à prendre des notes avec des associations, les artisans, les collectifs, les petites entreprises, les maires ruraux, etc. Et là, vous allez voir que le débat, c'est plus du tout sur le citoyen, participation, tout. Les gens, juste, n'arrivent plus à vivre dans le cadre de l'état de droit. Parce que l'inflation normative, maintes fois dénoncée par le Conseil d'État, crée des injustices terribles, que les gens ne peuvent plus appliquer une loi qu'ils sont censés connaître ou ne pas ignorer, mais à laquelle ils n'ont pas accès au droit, entre 1/3 et 2/3 des bénéficiaires potentiels du RSA n'arrivent pas à le demander, parce que je vous montrerai les formulaires qu'il faut pour le remplir, ce n'est juste pas possible, parce que les agriculteurs n'arrivent pas à remplir leurs papiers, parce que bien sûr, à Paris, les gens peuvent se payer des avocats fiscalistes, des experts comptables, des cabinets d'audit, des départements de compliance dans les boîtes, et que donc on s'en sort, mais que sur le terrain, les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils partent dans une sorte de semi-anarchie où ils ne respectent plus rien parce qu'ils ne peuvent plus, ils ne comprennent plus l'état dans lequel ils vivent. Les préfets vous disent la même chose, on ne comprend plus les circulaires que l'on émet. Et ça, c'est un point central. Et il faudra qu'un jour l'élite comprenne que les rapports sur l'inflation normative du Conseil d'État, c'est quelque chose qui a une réalité tragique sur le terrain, et surtout pour les plus pauvres, pour tous ceux qui essayent de se démener et qui ne font pas partie des cercles où on peut avoir le bon conseil et connaître la bonne personne dans l'administration. Je m'excuse d'être très concret, mais c'est ça pour moi aujourd'hui la question centrale de notre démocratie. Merci. Oui, alors vraiment très rapidement. Très rapidement, parce que nous sommes dans un débat où il est question de démocratie, et démocratie, c'est aussi laisser la parole à tout le public. Donc Raphaël Glucksmann en 1 minute maximum. En 2 mots. Non, sur le pass sanitaire, moi j'ai réagi sur la question du pass sanitaire parce que vous l'introduisiez dans votre démonstration générale. La question du pass sanitaire, quand le pass sanitaire a été imposé, c'est quand même paradoxal que je me retrouve à défendre la politique de ce gouvernement sur cette question, mais bah oui, mais sauf que moi j'ai un rapport au monde qui refuse le pavlovisme. Donc si Emmanuel Macron fait quelque chose de bien, j'ai beau le combattre sur 90% de sa politique, je vais le dire. Et en l'occurrence, il fait le pass sanitaire pour que les gens aillent se vacciner. Donc vous prenez le biais complètement inverse qui est de dire, vous prenez le biais inverse qui est de dire, une fois que les gens sont vaccinés, pourquoi avoir fait le pass sanitaire? Donc c'était l'inverse, puisque c'est ça qui a généré la grande vague de vaccination. Bien sûr. Alors, Gaspard Koenig, on ne vous entend pas parce que vous n'avez pas de micro. On va laisser Raphaël Glucksmann terminer sa phrase et ensuite on passera aux questions des étudiants. Merci. Qu'il y ait trop de normes
et qu'elle soit inappliquée, et que donc ça délégitime l'idée même de loi, ça c'est un autre dossier, c'est un autre problème. Ben voilà, Merci. Sur lequel on est tous d'accord en plus. Donc nous allons passer dans la seconde partie de ce débat avec eh bien, des questions de quatre étudiantes, j'ai failli dire 4 étudiantes, c'est une horreur sous ce lieu, sous cette coupole, moi qui lutte absolument contre les liaisons mal à propos. 4 étudiantes et étudiants, et nous allons commencer avec Marguerite Dauvigny. Je vais vous demander de vous lever pour poser votre question. Marguerite Dauvigny, qui est étudiante à Sciences Po Paris. Bonsoir à tous, merci pour ce débat. Moi, ma question portait sur les périls de la démocratie, et notamment notre démocratie et notre jeunesse, où les taux d'abstention battent souvent des records. Et quels seraient, selon vous, les leviers à activer pour retrouver cet engagement des jeunes? Est-ce que c'est un abaissement de l'âge de vote, plus d'éducation civique, ou faut-il passer par les réseaux sociaux pour leur parler directement? Alors la question s'adresse à nos 5 intervenants, mais on va commencer avec vous, Darline Cottière, qui n'avait pas beaucoup parlé jusqu'à présent, donc, et d'autant plus que la Maison des journalistes a des actions justement auprès des jeunes. J'ai voulu prendre la parole pour répondre à la démonstration ou commenter la démonstration de Gaspard Koenig, donc je n'ai pas eu l'occasion. Donc sur la question de la participation des jeunes, hein, donc vous posez une très belle question. Comme je le disais tantôt, nous on est sur le terrain, on voit qu'il y a une vraie nécessité de faire davantage d'éducation à la citoyenneté, d'éducation civique, pour ramener les jeunes justement à s'intéresser davantage à la chose publique, à participer, autrement dit, à tout ce qui fait société, à voter, à exercer ce droit-là. Moi, je ne suis pas totalement convaincue d'abaisser l'âge de vote. Pour moi, c'est pas par là qu'il faut agir, mais je pense que c'est surtout par des actions d'éducation, des actions de sensibilisation. Nous, d'expérience, on voit que ça marche. Quand on commence à parler de ces sujets-là avec les jeunes, donc déjà voir comment ils pensent la société, comment ils se positionnent par rapport à un ensemble de sujets, quel est leur degré d'implication aussi. Donc est-ce qu'ils sont intéressés ou complètement différents à ce qui se passe autour d'eux, à des problématiques sociales, sociétales. Et une fois qu'on engage ce dialogue avec eux, qu'on arrive à éveiller leur conscience, on commence à avoir des résultats et à avoir un changement de comportement. Donc pour moi, c'est par là qu'il faut surtout agir. Maintenant, par quel biais aborder l'éducation civique, ça c'est autre chose. L'éducation à la citoyenneté, tout ça c'est pensé, ça doit être construit. Mais sur l'âge de voter, je ne suis pas d'abaisser l'âge de vote, je ne suis pas totalement pour. Qui veut répondre à cette première question de Marguerite Dauvigny et Raphaël Glucksmann? Moi, je pense que les jeunes aujourd'hui sont investis dans la vie de la cité. Ils ne votent pas et ils ne rentrent pas dans les partis politiques, mais ils sont investis dans la vie de la cité. Si la question climatique est devenue si centrale dans la vie publique des sociétés européennes, c'est grâce aux jeunes qui ont fait les marches climat et qui ont imposé ce thème. Si aujourd'hui au Parlement européen on débat de la question d'un peuple qui est déporté à des milliers de kilomètres de chez nous, le peuple ouïghour, eh bien c'est grâce à ces centaines de milliers de jeunes Français qui ont imposé une question qui était traitée comme marginale et inintéressante par l'ensemble des élites politiques et médiatiques de ce pays. Donc ce sont ces jeunes qui ont imposé ces thèmes et qui ont montré, eh bien, fidèle à une tradition française, qu'on pouvait se sentir concerné par ce qui se passait loin de chez soi et qui ont refait parler l'universel en langue française. Et donc moi je crois que ces jeunes sont investis dans la vie de la cité. Simplement, il n'y a aucune traduction politique de cela parce que l'offre politique ne fait pas le boulot, parce qu'en réalité les partis politiques ne font pas le travail, parce qu'en réalité il n'y a plus de récit de transformation du monde, il n'y a plus d'épopée qui est proposée. Quand on a 20 ans, qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir 2 ministres des Finances qui s'affrontent à chaque élection présidentielle, qui nous expliquent comment ils vont mieux gérer que l'autre le pays? Il y a besoin d'avoir un récit politique, il y a besoin d'avoir une vision du monde qui s'exprime. Et donc, mais si tu pouvais arrêter de parler pendant que je parle, ça serait sympa parce que je ne peux pas répondre là et là. Et donc, il y a besoin, à nouveau,
de vivre la politique comme une épopée et de s'adresser, parce que la question portait aussi sur les réseaux sociaux, d'une autre manière, de parler un autre langage. C'est une langue morte aujourd'hui, la langue des partis politiques, et je ne vois pas d'autres lieux que ceux-là, même s'ils sont dangereux, pour investir cet espace et développer un autre langage où les jeunes, comme dans les campagnes que nous organisons, ne sont pas simplement des récepteurs du message, mais sont des acteurs. Prennent part au combat. Et donc, quand il y a des victoires, eh bien, découvrent qu'ils ont du pouvoir. Et ce qui tue aujourd'hui la citoyenneté, en particulier quand on a 20 ans, et en particulier quand on sort de 2 ans, où on a vécu dans une chambre d'étudiants de 8 mètres carrés, eh bien, c'est cette impression de ne pas avoir de pouvoir, d'être sans pouvoir, d'être impuissant. Et donc, ce qu'il faut, c'est leur redonner le goût du pouvoir et le sens du pouvoir. Et là, il y aura une participation plus forte. Dominique Schnapper et ensuite Mario Stasi. Oui, c'est vrai que les jeunes ont des formes d'investissement, mais ce qui me paraît inquiétant dans la situation actuelle, c'est le refus des institutions qui organisent la République représentative. C'est-à-dire, on ne veut pas voter, on ne veut pas aller dans les partis politiques. Les partis politiques, pratiquement en France, n'existent plus. Ils sont tout au mieux une écurie au moment des élections présidentielles, mais ils n'organisent plus les débats publics. Les partis politiques avaient une double fonction, organiser le débat public et choisir des candidats qui représentaient bien ces débats qui avaient eu lieu. Or, ces institutions qui ont organisé la République représentative, jusqu'à présent, sont devenues vides, en tout cas sont vides, pour les jeunes. Et je trouve inquiétant qu'il y ait ce décalage entre une certaine conscience, disons, civique ou humaniste, et l'absence d'institutions par lesquelles cette conscience peut se traduire politiquement. Parce que ça nourrit l'insatisfaction et ça rend extrêmement difficile au gouvernement de faire quoi que ce soit. Et je crois que c'est moins une question de qualité de l'offre qu'une question de refus du refus de penser que une certaine compétence, une certaine expérience peut aider à résoudre les problèmes, et l'idée que c'est par les sentiments spontanés et authentiques que se résoudront des problèmes qui sont très difficiles. Mario Stasi. Oui, pardon, mais j'aime pas tellement le discours qui consiste à dire que le parti politique porte une parole morte et que ce n'est plus un réceptacle. Je suis persuadé qu'il y a 15, 20, 30 ou 40 ans, les jeunes avaient les mêmes difficultés à entrer dans des partis politiques et qu'il y avait autant de chapes de plomb, un parti paternalisme peut-être encore, les femmes ça devait être pas simple non plus. Je veux dire par là que c'est une chose que d'avoir des aspirations et en effet de porter des combats citoyens, et les jeunes sont à la pointe de nombreux de ces combats, c'en est une autre que de participer activement à la vie de la République, c'est-à-dire voter. Je ne vois pas ce qui empêche, et je pose une interrogation, je ne comprends pas la déconnexion entre l'engagement tel que vous le décrivez, qui est pour le climat, qui sont des causes, les animaux, l'environnement, qui sont des causes essentielles, l'universalisme bien sûr, et le fait de ne pas voter. Alors, l'engagement que vous décrivez, est-ce que s'engager pour le climat, c'est retweeter un tweet en disant « moi je suis pour » ? Non mais, comment jauge-t-on ou juge-t-on l'ampleur du phénomène d'une jeunesse, c'est pas vous que je vise ni quiconque, mais je m'interroge, comment juge-t-on du phénomène d'une jeunesse qui s'engage plus qu'elle ne l'aurait fait auparavant, ou différent d'autres couches de la société, comment la juge-t-on et comment la jauge-t-on ? Bon, d'abord, il y a ceux qui ont accès aux médias, il y a ceux qui, activement, dans des associations, essaient de créer les conditions du débat public et de l'éveil et de l'alerte, il y a ceux qui vont frapper aux partis politiques, et puis il y en a une masse considérable qui, je sais que je ne vais pas être populaire, mais qui ne font que tweeter, qui ne font que reprendre, qui ne font que dire « je suis végane » et laisse portable allumé la nuit avec la prise, les écrans de télé, enfin bon, vous m'avez compris. Donc il y a, je pense qu'il y a une nuance à apporter entre cette grande
élan généreux qui a été le vôtre et de dire heureusement que la jeunesse est là pour réveiller l'universel, je constate que les partis politiques doivent être réinvestis par la jeunesse. Et moi, je préférais le discours qui consiste à dire « Mais attendez, c'est très bien que vous éveillez et que vous soyez un pouvoir d'alerte. Maintenant, vous allez prendre votre destin républicain en main. Vous n'allez pas attendre que le parti politique abandonne le langage mort pour reprendre un langage vivant et accueillant. Vous allez vous engager ou dans une association ou dans un parti politique. Ayez des projets, alertez les maires, ayez des projets locaux ou autres. Mais je suis en total désaccord, pardon, mais dans cette façon de présenter cette dichotomie entre une jeunesse qui nous éveillerait et nous qui serions incapables de l'accueillir. Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Nous allons maintenant donner un coup d'accélérateur à ce débat. Et la question suivante sera... Non, mais vraiment, dans une demi-heure, nous devons avoir terminé, Raphaël Glucksmann. Et il y a 3 autres questions d'étudiants. Donc, si vous répondez à ce qui vient d'être dit, dites-le en 30 secondes. Non, mais je suis entièrement d'accord, c'est tout ce que je fais dans la vie. C'est cette leçon. Ben oui, mais non, ce qui ne va pas, c'est de ne pas comprendre que cette langue morte est un problème. Et quand vous dites, il y a 15 ans ou 20 ans, c'était la même situation, c'est faux. Prenez le nombre de gens, surtout en dessous de 30 ans, qui adhèrent aux partis politiques. Mais regardez les chiffres. Il y a 20 ans, c'était 10 fois plus. 10 fois plus. C'est toujours aussi difficile pour les jeunes et encore plus difficile pour les femmes, il y a 20 ou 30 ans. C'était plus difficile, mais il y en avait beaucoup plus. Les partis se sont atrophiés. Mais les responsabilités sont doubles. Les responsabilités sont doubles. Non, mais qui empêche Bon, on va pas... Vous avez peut-être entendu les cloches sonner, là. Oui, ça veut dire qu'il est 17h. Il est 17h et nous en venons à la seconde question. Elle est posée par Eleonora Bonoulia. Eleonora, étudiante en 4e année en double licence de droit français. Vous l'avez peut-être deviné avec son nom, droit français et italien. Bonsoir. Merci à tous pour cette opportunité. Monsieur Stasi a mentionné auparavant les opinions radicalisées. En effet, tous les jours, dans notre quotidien, nous sommes envahis par plusieurs opinions assez radicalisées, assez tranchées, qui proviennent des milieux les plus disparates, notamment la politique, mais aussi la religion et les sciences. Et il est possible de comprendre que ces opinions portent quand même atteinte à notre démocratie et quelles sont les solutions qu'on pourrait envisager pour affronter cet enjeu, notamment en restant respectueux de la liberté d'expression, du coup de la tolérance, mais aussi ne pas sombrer dans la rhétorique de « on ne peut plus rien dire ». Alors Merci vous avez beaucoup. tous les 5 dit que cette question vous intéressait. Gaspard Koenig, vous n'avez pas répondu à la précédente, faute de temps, désolé. Donc je vous laisse la parole pour répondre à celle-ci. Merci. Moi, je suis vraiment partisan du fait qu'il faut pouvoir tout dire pour pouvoir tout réfuter. Je pense que la liberté d'expression, elle est encore très forte en France, mais qu'elle est trop restreinte et qu'elle se restreint trop, et que d'ailleurs, ce n'est pas aux plateformes de se réguler elles-mêmes. C'est aux juges de réguler les plateformes. Et cette histoire de responsabilisation des plateformes me rend fou. Parce que qu'est-ce qu'elles font quand elles se responsabilisent les plateformes? Elles réinventent la loi. C'est-à-dire que Facebook, quand il fait sa Cour suprême, eh ben, il prend des gens de 10 personnes de bonne volonté, des universitaires et tout ça, c'est très bien, c'est fait très gentiment, et il réinvente le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique, qui a 2 siècles d'existence, toute une jurisprudence, et qui, lui, est démocratiquement fondée. Donc, ce n'est pas aux plateformes, et en plus, en réinjectant des valeurs morales qui, oui, il est vrai, donnent le sentiment que certains ont le droit de parler et d'autres non. Et qui donc contribuent à radicaliser le débat, puisque d'autres vont créer d'autres plateformes, etc. Donc, je pense que c'est compliqué pour le juge, évidemment, parce qu'il y a des millions de tweets par jour. Mais si quelque chose doit être fait, c'est bien d'adapter la justice à cet univers et pas de demander à cet univers de s'autoréguler. Pas du tout. Et en fait, on fait passer ça sous la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, qui est en fait une manière, et ça je l'analyse de manière plus générale, y compris sur les problèmes d'environnement ou de justice sociale, la RSE c'est une manière pour l'État de se défausser de ses responsabilités, de déléguer son pouvoir normatif à l'entreprise en disant maintenant c'est ton problème. Mais non, c'est son problème. S'il pense qu'il y a quelque chose à faire pour l'environnement, qu'il fasse une taxe carbone, etc. Au lieu de dire aux entreprises de faire des rapports sur papier glacé. Mais en tout cas, sur la question de la liberté d'expression, ça c'est une partie de la réponse, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, nos institutions, elles sont justes. Il faut qu'elles s'adaptent à l'univers numérique, c'est tout. Et deuxièmement, sur la radicalisation en général, moi j'avais fait un long reportage voyage sur l'intelligence artificielle qui m'avait conduit à quitter Twitter. J'avais lu Jaron Lanier, qui est un excellent penseur de la tech, de l'intérieur en plus, puisqu'il vient de Microsoft,
avait écrit un pamphlet « Pourquoi il faut quitter les réseaux sociaux » et qui dit des choses très intelligentes. Pour moi, c'est vraiment le meilleur penseur aujourd'hui sur la technologie. Je vous invite à le lire, Jaron Lanier. Et il dit, en fait, on croit qu'on est libre sur ces réseaux, libre d'exprimer ses opinions. Mais moi, j'ai rencontré les neuroscientifiques qui travaillent pour les grandes plateformes. Ces gens-là savent comment marche notre cerveau. Et on a tous le même cerveau. Ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut titiller et à quel moment, et en fonction de quelles données on a produites, parce que la chose est personnalisée, précise et incroyablement manipulatrice. Et pourquoi? Parce que c'est une question de business model. Le business model de ces plateformes, c'est que, puisqu'elles sont gratuites, enfin, tout le monde le dit, mais il faut le redire, l'argent vient de la data, donc il faut accumuler de la data. Pour accumuler de la data, il faut cliver pour que les gens soient le plus addicts, donc capter davantage leur attention, et donc générer des opinions qui soient soit très négatives, soit très positives. Et moi j'ai vu ça et donc ça enferme les gens dans les bulles de filtre et tout ça. Et moi j'ai vu ça pour moi-même, puisque quittant Twitter, où je disais à peu près toujours la même chose et où j'étais toujours encouragé par les mêmes gens à continuer à penser la même chose, j'ai vraiment eu le sentiment de regagner une forme de libre arbitre sur mon propre esprit. Et depuis ce temps-là, je pense que j'ai d'abord évolué intellectuellement, je suis beaucoup plus enclin à lire des discours qui sont opposés à ce que je pense, j'ai modéré un certain nombre de mes opinions, bref, je me suis reconstruit intellectuellement, et je suis persuadé que si j'étais resté sur cette plateforme où j'étais assez actif, eh bien, je dirais encore et toujours, je tiendrai encore et toujours le même message. Et donc je pense que, in fine, là c'est une autre question, et je ne vais pas la développer, mais qui est la question de la propriété des données personnelles. Il ne faut pas dire qu'il faut interdire ces plateformes, il ne faut pas dire qu'il faut casser ces plateformes, il faut dire à qui appartiennent les données. Parce qu'aujourd'hui, c'est la manipulation de ces données qui entraîne ces phénomènes. Et c'est pour ça que je plaide, et que d'ailleurs, le Parlement européen est assez en pointe sur ce genre de sujet. Je trouve que le RGPD, c'est bien, mais je trouve que ce qui serait mieux encore, c'est d'accorder un droit de propriété aux données personnelles. En disant, vous êtes propriétaire comme vous êtes propriétaire de votre maison ou des œuvres de votre esprit, c'est-à-dire les livres. C'est une grande question juridique, mais je pense que c'est une très bonne question, y compris pour adresser ce genre de phénomène de radicalisation. Alors, sur cette question, visiblement, il y aura un peu plus de consensus que sur les précédentes. Raphaël Glucksmann, en quelques mots, vous voulez... Non, mais moi, là, je suis entièrement d'accord. Je préside la commission d'enquête sur les ingérences extérieures, et ce qu'on voit, c'est à quel point les plateformes et leurs algorithmes, finalement, en polarisant à l'extrême les sociétés démocratiques, favorisent des ingérences de la part du régime russe ou du régime chinois, et qui manipulent justement ces plateformes en se fondant sur le business model même de Facebook et de Twitter. Et donc, il y a un vrai danger pour nos démocraties. Après, c'est comme toute technologie, c'est-à-dire qu'on peut faire un bon usage de ces réseaux sociaux. Et on peut tout à fait développer une approche qui est, encore une fois, je suis désolé, mais je vais reciter Taïwan, qui est une approche taïwanaise de la chose, c'est-à-dire favoriser le développement des logiciels libres d'abord, et d'un espace public sur les réseaux sociaux, en ayant une culture numérique très développée. On a aussi un besoin, à mon avis, d'éducation aux médias numériques et aux plateformes sociales. Et il y a un besoin de s'acclimater, comme on apprend à lire, comme on apprend à discourir, comme on apprend à compter. Eh bien, il faut apprendre, à mon avis, et assez tôt, à vivre dans un univers numérique qu'on ne va pas abolir, mais dont il faut comprendre, et ça c'est quand même l'enjeu le plus vertigineux, je pense, du monde actuel, c'est qu'aujourd'hui le débat public a lieu largement sur des agoras qui sont en fait des propriétés privées. Il nous reste 20 minutes et 2 questions d'étudiants, Dominique Schnapper et Mario Stasi. Schnapper, pardon, vous vouliez dire quelque chose sur cette question? Un mot. Parce que moi, j'ai jamais été sur les réseaux sociaux, alors j'ai pas eu besoin de me reconstituer comme bien. vous. Donc, toute technique est neutre et ça dépend ce qu'on en fait. Mais il est vrai que là, on est arrivé à une compétence technique qui est plus que, on a le sentiment que c'est pas seulement un instrument, que ça devient quelque chose de plus qu'un instrument, et qu'il faudra sans doute du temps pour arriver à le résumer au caractère instrumental, parce que effectivement, quand on arrive par la technique à cette puissance, on a tout de même l'expérience dans l'histoire humaine que quand on a une telle puissance, on en profite d'une façon ou d'une autre. Donc là, je vous suis absolument dans votre analyse. Encore une fois, on peut ne pas être sur les réseaux sociaux. Hein.
Et si vous, et si vous n'êtes pas allé sur les réseaux sociaux, vous avez échappé aux algorithmes qui, effectivement, qui peuvent être une construction de la pensée, une manipulation de la pensée, effectivement, sur les réseaux sociaux. Je voulais juste rajouter oui, une bien toute sûr. petite chose. C'est vrai qu'il y a la technique, mais pour moi, la question ne se pose pas vraiment au niveau de la technique, mais c'est au niveau de la régulation. Parce qu'on peut tout dire sur Internet et on voit que les discours radicaux se sont développés justement avec l'essor, avec justement l'utilisation de ces réseaux sociaux. Donc ça va ensemble. Donc nous, ce qu'on fait avec ce qu'on dit aux jeunes, c'est que c'est vrai que c'est une arme, c'est un outil très intéressant, mais il y a du bon, il y a du mauvais. Maintenant, c'est comment on utilise cet outil-là. Et on voit tous les dérapages que ça peut engendrer, que ça soit sur le harcèlement à l'école, sur le harcèlement sexuel, sur plein de sujets de société. Et il y a une telle facilité d'utilisation des réseaux sociaux dans ces cas-là que vraiment la question des régulations se pose. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec Gaspard Koenig qui pose cette question également. Et les pouvoirs publics doivent intervenir à ce niveau. Ce ne sont pas c'est pas à Facebook, à Twitter de s'auto-gérer, de s'auto-réguler, mais c'est vraiment une intervention des politiques sur ces questions-là. Et moi, je ne comprends pas pourquoi ça tarde encore jusqu'à présent. Alors Mario Stasi va peut-être nous donner une réponse, parce qu'effectivement, la LICRA avec des propos racistes ou antisémites, ça se développe évidemment beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Tout à fait, mais je voudrais... Gaspard Koenig a utilisé à 2 reprises, d'abord, à expliquer combien il fallait que le citoyen comprenne la norme, le droit, et enfin vient de parler de l'intervention du juge. Et je crois que si on avait 1 heure de plus, on touche à l'état de droit. On aurait besoin de 2 heures de plus. Oui, c'est-à-dire à la norme comprise, expliquée, qui régule. Ce n'est pas les pouvoirs publics, c'est la justice qui fait qu'on arrivera ou pas vers plus de démocratie, de liberté et de tolérance. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que cette justice, cet état de droit, cette norme n'est pas assez expliquée, n'est pas assez comprise, n'est pas assez efficace, et que le pilier, pour moi, d'une société de tolérance, c'est un état de droit compris et performant. Je suis d'accord qu'il faut, et ô combien, que le juge intervienne, et c'est au juge, et absolument pas aux hébergeurs ni aux plateformes, de définir ce qu'ils doivent ou non laisser. On peut quand même les mettre en demeure lorsque il y a des propos racistes, mais c'est au juge de trancher. Et à la LICRA, nous étions vent debout lorsque Twitter, lorsque Twitter a coupé ou interrompu le compte de Trump. Parce que c'est éminemment dangereux. C'est éminemment dangereux. Pour qui que ce soit, c'est éminemment dangereux. Donc, je voulais juste profiter de vos 2 interventions pour vraiment souligner l'importance de la norme juridique, l'importance de l'intervention du juge, et dans ces temps délétères de pré-campagne, ces propos vitupérants contre l'état de droit sont beaucoup moins inoffensifs qu'on peut le penser, sortir de la Convention européenne, abroger des lois dites liberticides. C'est un édifice qui nous permet d'aller vers plus de démocratie, de liberté et de tolérance. À parfaire, mais cet édifice, il ne faut surtout pas l'ébranler. La question suivante est posée par Prosper Pot. Bonsoir. Moi, ma question va un petit peu changer et aborder une autre question que celle des réseaux sociaux. Je m'interroge sur la jeunesse à nouveau et comment rétablir le lien et la confiance entre les médias traditionnels et la jeunesse. Qui veut répondre à cette question? Darline? Alors, la confiance entre les médias traditionnels et la jeunesse. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par médias traditionnels, déjà. C'était plus, enfin, la presse, la presse, radio, télévision et tout ce qui n'est pas réseaux sociaux, je suppose. Exactement. Mais médias en ligne. La jeunesse. Non. Alors, bon, c'est vrai que tout à l'heure, par exemple, Albéric avait évoqué le fait que certaines fois, les jeunes ont tendance à ne pas faire bon accueil aux journalistes. Donc ça, il y a une défiance vis-à-vis des journalistes très souvent en France, oui. Exactement. Donc,
nous, on a vu que c'est assez caricatural. Par exemple, quand on parle ou bien quand on fait intervenir un journaliste français dans un débat auprès des jeunes, ils disent, pour la plupart, ce sont des bobos parisiens qui viennent nous raconter n'importe quoi. Donc il y a quand même cette idée-là, je ne sais pas si vous la partagez, mais c'est vrai que nous, à chaque fois, enfin souvent, on entend cette réaction-là. Il y a une forme de méfiance vis-à-vis de la profession. Maintenant, comment faire pour regagner la conscience la confiance ou la confiance plutôt des jeunes par rapport à la profession, c'est peut-être de faire preuve de beaucoup plus d'objectivité dans le traitement de l'information. Parce que, bon, il y a Albéric qui est à côté de moi, qui est rédacteur en chef d'une chaîne d'information en continu. Des fois, on a l'impression que c'est comme à l'usine, donc ce sont les mêmes... on est différent des autres. France 24 n'est pas exactement la même. Gaspard Koenig en sait quelque chose, Raphaël Glucksmann aussi, qui est souvent invité sur France 24. Voilà, les mêmes contenus qui sont repris à chaque fois, c'est toujours la même ligne de pensée. Peut-être qu'il faut marquer davantage de diversité dans le traitement de l'information, et puis peut-être penser aux jeunes aussi, adapter certains contenus, les adapter davantage aux jeunes. Après, sur la question de la confiance, elle est subjective également, elle est très subjective. Donc il y a l'élément humain aussi, peut-être qu'il faudrait valoriser, et ça on le voit avec les journalistes étrangers, donc des gens qui viennent d'ailleurs et qui apportent un autre discours et qui partagent un vécu, une autre expérience, donc ils sont davantage écoutés, entendus que ces journalistes-là. Donc il y a effectivement une forme de stigmatisation, si je peux m'exprimer ainsi, vis-à-vis des journalistes ou de la profession en France. Et là, c'est par voilà le traitement, un autre traitement, une autre façon de traiter l'information et de s'adresser aux jeunes qui, je pense, va faire évoluer le débat ou du moins leur faire changer de perception. Dernière question, elle est posée cette fois-ci par Marguerite Dauvigny. Elle s'adresse à tout le monde, mais je demanderai... Pardon, pardon. C'est moi, Héloïse Gavillier. Oui. Merci beaucoup. Alors pour rester sur la question des réseaux sociaux, on a vu ces dernières années le développement d'un engagement social et le militantisme via les réseaux sociaux et comment faire aujourd'hui pour que les jeunes puissent montrer leur engagement. Alors attendez, je vais essayer de reprendre ma question. Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, comment réussir à engager les jeunes et les citoyens qui sont, comment expliquer ça, qui sont souvent... Comment réussir aujourd'hui à engager les jeunes dans leur habitude sur les réseaux sociaux? Et est-ce que s'engager exclusivement sur les réseaux sociaux, c'est réellement s'engager? Qui veut répondre d'abord à cette question? Raphaël Glucksmann. On est tous d'accord sur ce que tu as dit au début et sur le danger de laisser la main libre aux réseaux sociaux et aux propriétaires de ces plateformes. Après, je vais me faire quand même l'avocat du diable dans cet aéropage. C'est que je crois que c'est aussi une opportunité immense. Parce que je vois, et je vais raconter juste une histoire personnelle, je vois à quel point il y a quand même un présupposé dans le traitement médiatique des questions qui fait que, par exemple, on assume l'idée que les Tchétchènes n'intéressent personne. Et donc, quand on est dirigeant d'un média ou d'un parti politique, on ne va pas parler des Tchétchènes qui n'intéressent personne. Et ce présupposé d'indifférence que moi j'ai vu quand mon père s'escrimait à essayer de les défendre, et ce présupposé d'indifférence qui faisait beaucoup rire cet engagement-là, il repose sur le fait qu'en fait, à aucun moment, on sait ce qui intéresse réellement les gens. Or, les réseaux sociaux, ils permettent de briser ce présupposé d'indifférence. Quand des centaines de milliers de jeunes disent « les Ouïghours, ça m'intéresse », ça casse le présupposé d'indifférence qui justifiait le non-traitement médiatique de la question des Ouïghours et le non-traitement politique de la question des Ouïghours sur le thème. Ça n'intéressera de toute façon pas les gens. Or, les gens, c'est un alibi, puisqu'on ne sait pas ce qui les intéresse tant qu'ils ne manifestent pas leur intérêt. Or, les réseaux sociaux permettent quand même qu'ils manifestent leur intérêt. Et donc, ce que ça permet de faire, par exemple, par rapport aux chaînes info, eh bien, ça permet de faire de la politique en choisissant son propre agenda. Moi, j'ai passé 2 ans à refuser
toutes les interventions sur les chaînes info, parce qu'on m'invitait pour commenter l'actualité. Mais qui fait l'actualité? Qui, à un moment, décide que c'est l'actualité? Et moi, je répondais, non, moi, je viens si on peut parler du sort d'un peuple déporté à des milliers de kilomètres d'ici. Bon, non, mais quand vous comptez quand même pas quand vous parliez de ça, à part sur France 24. Vous n'avez quand même pas parlé de ça. Là, on vous invite parce que Macron a dit ça et que la réponse était comme ça et tout ça. Et ce que ça permet, c'est de briser cet agenda qui nous est imposé et donc de recommencer un autre récit, de choisir ce qui est important. Et ce récit va s'imposer s'il y a assez de gens pour le soutenir, pour le partager, pour le commenter, pour y adhérer. Et donc, ce que ça produit, quand même, à mon avis, et ça, c'est dans une hypothèse optimiste, mais ça peut être un retour aux sources de la politique, c'est-à-dire la capacité à raconter le monde, à reprendre une vision globale du monde sans être perdu dans le zapping fou des chaînes info. Et ça, je crois que finalement, si on s'en empare, on peut retrouver un truc très ancien, qui était le rapport philosophique quasiment à la politique. C'est-à-dire d'un récit sur la manière dont fonctionne le monde et dont on pourrait le transformer. Et ça, je crois que c'est plus possible sur les réseaux sociaux que sur les chaînes info. Et c'est mon point final. Évidemment, ce n'est pas une finalité en soi, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un au-delà des réseaux sociaux, mais comme il doit y avoir un au-delà des débats sur TF1 ou des débats sur CNews. Mais il y a la possibilité d'un récit qui conduise à l'action politique. Merci Raphaël Glucksmann. Vraiment, très rapidement, Dominique Schnapper et Mario Stasi. Et il nous restera 5 minutes pour avoir 2 questions très rapides dans le public. Dominique Schnapper. Oui, je crois qu'en effet, il peut y avoir une bonne utilisation des réseaux sociaux. Comme de toute technique, elle est plus difficile à mettre en œuvre, justement, à cause de sa puissance intrinsèque, on l'a déjà dit. Mais je me demande si la question est posée comme elle doit l'être. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes s'intéressent? Il faut que les jeunes s'intéressent. Nous sommes dans des pays libres, c'est-à-dire que nous ne leur imposons pas une certaine façon de penser. Le monde démocratique ne nourrit pas une vision totalitaire. Dans les pays totalitaires, il n'y a pas de problème. On sait ils savent ce qu'il faut penser, on le leur dit, on le leur impose. Nous, justement, c'est le prix de la liberté. C'est aux jeunes de savoir ce qui les intéresse, ce qu'ils veulent faire, plutôt que l'offre des vieux, parce que de toute façon les vieux sont vieux, donc ils n'ont pas normalement de réponse. Or, nous sommes dans cette société et il y a un prix de la liberté. Le prix de la liberté, c'est que c'est aux jeunes de savoir ce qu'ils veulent faire du monde et comment ils veulent intervenir dans ce monde, plutôt que de toujours le penser en termes de l'offre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes... Mario Stasi et ensuite Darlene Gauthier. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, Raphaël Glucksmann, mais à vous écouter, les jeunes s'intéressent par dizaines de milliers aux Ouïghours, ce qui permet à l'action politique d'imposer un agenda politique que les uns ou les autres, vous par exemple, mèneraient. Ce n'est pas la même question que de s'intéresser à un phénomène ou à un mouvement. Ce n'est pas la même question que celui de l'engagement. Je veux dire par là que faire naître un point d'actualité en étant des dizaines de milliers sur Twitter à relayer, ce n'est pas pour autant qu'on s'engage réellement dans l'action politique. Et toute la problématique que nous avons, je vais être très bref, c'est promis, à la LICRA par exemple, c'est que nous sommes incroyablement suivis de plus en plus sur les réseaux sociaux et que nous essayons de voir comment transformer cet intérêt en engagement. Et oui, on est vieux, et donc il faut en effet leur dire, écoutez, ça vous intéresse? Il y a des réceptacles. Alors c'est pour ça que je ne suis pas le populiste qui vient dire que les partis politiques sont morts ou que les associations sont crevantes ou autres. Il y a ou alors vous en créez, mais il faut leur donner un rôle. Et après, il faut leur donner un rôle, c'est-à-dire aussi une obligation de résultat. C'est-à-dire, tu t'intéresses, on t'accueille, tu as un projet, on va t'aider dans le projet. Mais c'est donnant-donnant. Donc le simple intérêt
à susciter un débat politique, ce n'est pas de l'engagement. Et ça fait partie de l'écran de fumée que constituent les réseaux sociaux. Il y a le meilleur et il y a le pire, et puis il y a le bavardage aussi. Darline Cottière, pour cette question... Alors, cette question de Héloïse Gabillet. Donc... Non, c'était juste en 2 mots pour rebondir sur ce qu'il disait Raphaël Glucksmann sur les réseaux sociaux. À vous écouter, c'est comme si tout se passait sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres espaces aussi pour s'informer. Les jeunes, ils utilisent d'autres plateformes, d'autres canaux pour accéder à l'information. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'on donne une dimension démesurés aux réseaux sociaux. Dire qu'ils y passent beaucoup de temps. Hein. Oui, ils y passent beaucoup de temps, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'en fais l'expérience. Je sais qu'il y a des jeunes, par exemple, qui ne passent pas forcément par Twitter, par Facebook pour s'informer. Donc, ils vont vraiment vers d'autres plateformes pour pouvoir s'informer. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai danger avec ces réseaux-là. Donc, beaucoup d'infox qui circulent énormément chez les jeunes. Il nous reste 5 minutes. Y a-t-il des questions? Monsieur? Merci beaucoup. Alors, moi, j'avais une simple question. Depuis tout à l'heure, finalement, on essaye de poser des mots sur la démocratie, sur la liberté. On s'interroge sur les structures, sur les partis politiques, sur les réseaux sociaux, sur tous les acteurs. Et moi, je me suis posé la question suivante, mais finalement, comment fait-on pour écouter aujourd'hui, en 2021? Parce que finalement, je crois que la tolérance vient de l'écoute à l'autre, de ce qu'il a à dire, de son identité. Et comment aujourd'hui, on peut finalement penser l'écoute dans notre démocratie et dans notre démocratie représentative française? On va prendre 3 questions en fait et on répondra aux 3 en même temps. Il y a une question derrière moi, monsieur. Voilà, un micro est en train d'arriver. Il y en aura une troisième là-bas et ensuite on arrêtera. Oui, bonsoir, merci. Je voudrais compléter en fait. Il me semble que les taux d'abstention n'ont jamais été aussi bas. On approche sur une élection, un temps d'élection. Ma question, c'est aujourd'hui, il y a effectivement des nouveaux moyens pour communiquer. Donc, je voulais juste faire un petit éclairage. Si vous pouvez aller très vite, dans 5 minutes, 4 minutes, on doit rendre la salle. Le dernier concert d'Ariana Grande, c'était 14 millions de personnes. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est des nouveaux espaces de discussion. Donc, plus de tolérance, plus de liberté. Donc, des nouveaux moyens. Et je rêverais, en fait, qu'une femme qui soit issue d'une association, donc une acteuse, une doueuse, comme on dit, émerge en fait de la société civile plutôt que des anciens modèles de partis politiques ou qui sont un petit peu traditionnels. Voilà. C'est un souhait et non pas une question, mais c'est un souhait, un magnifique souhait. Non, ma question c'est est-ce que ça sera en 2022 cette temporalité ou c'est encore trop tôt? Voilà. Et dernière question. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis étudiant en santé. Et je tiens aussi à dire que Raphaël Glucksmann ne fait pas que susciter un intérêt sur des sujets politiques et que, par exemple, c'est bien les jeunes qui étaient sur les réseaux sociaux qui ont permis d'envoyer des messages dans la boîte mail de l'ambassade de Chine, qui étaient là lors des marches pour les Ouïghours, qui aussi relaient les petits carrés bleus qui ont fait susciter cet intérêt pour les Ouïghours au niveau de l'UE. Et sinon aussi, je voulais vous remercier, Raphaël Glucksmann, parce que vous nous remerciez souvent, mais vous êtes un de mes grands déclics en 2020. Et vous m'avez fait beaucoup de bien sur comment je veux, comment je vois ma vie et comment je veux m'engager pour défendre mes valeurs. Et je voulais vous demander votre soutien pour une initiative européenne pour défendre les requins, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les requins... Bien. Est-ce que, en quelques mots, Darline Cottière... Les requins aujourd'hui disparaissent en Europe et l'Europe a un rôle à jouer parce qu'elle participe aux exportations des ailerons de requins en Chine, notamment. Et justement, il y a un vote au niveau de l'UE qui s'appelle #StopFlyingEU. Et voilà, je voulais vous demander votre soutien. Merci. Bien.
Est-ce que quelqu'un veut répondre à... Alors, Raphaël Glucksmann, vous apportez votre soutien? On peut se voir juste après la conférence et avec grand plaisir. Mais j'aimerais juste rebondir sur une chose parce que c'était dit 2 fois et c'est pas partager des carrés, c'est pas partager des tweets. Ça débouche sur des actions concrètes. Si on peut passer le devoir de vigilance des entreprises au sein du Parlement européen, c'est grâce à ces centaines de milliers de gens qui se sont engagés. Oui, mais si, parce qu'en fait, c'est le premier pas de l'engagement. C'est le premier pas de l'engagement. Mais je n'ai pas dit qu'il était suffisant. Ce que j'explique... Oui, mais alors, sinon, on dit, ils ne sont pas là. Eh bien, s'ils sont là, s'ils sont prêts à se mobiliser par centaines de milliers sur la question du climat, par centaines de milliers sur la question des Ouïghours, par centaines de milliers sur la question du devoir de vigilance des entreprises, de la déforestation, de la fin de l'esclavage dans les chaînes de production des multinationales, alors ils sont là. Et donc, la réflexion qui devrait être la nôtre, c'est quand même de se demander comment on raconte le monde et on arrive à faire un projet de transformation de ce monde qui puisse capter cette énergie qui est présente. Et je crois que là-dessus, à répéter que finalement, il ne s'agit que de retweets ou de partage, eh bien, on rate un phénomène qui est extrêmement important dans notre société et qui peut revitaliser nos démocraties, réellement. En quelques mots, je vais demander à chacun de conclure effectivement en répondant à ces questions ou pas, d'ailleurs. Gaspard Koenig. Si, je vais essayer de répondre aux questions qu'on a posées quand même. Il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui s'engagent sur les réseaux sociaux pour des causes beaucoup moins nobles contre lesquelles on serait tous effarouchés autour de cette table. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a... Alors moi, je le vois puisque je suis en train de créer un parti politique, donc on se demande est-ce qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux ou pas. La réponse a été non. Alors finalement, c'est peut-être une erreur. Mais pourquoi? Parce que je vois très bien là, ce qu'on nous propose maintenant. Maintenant, c'est les industries qui font ça. Donc il y a des gens qui s'y connaissent, qui savent vraiment comment générer le like. Ça coûte très cher. C'est complètement commercialisé. C'est d'ailleurs très efficace. C'est-à-dire que globalement, votre campagne XY sur Facebook, en ayant fait le bon découpage qu'il faut, le bon petit sous-titre, tout ça, c'est vraiment des professionnels qui font ça. Et donc, en fait, moi, ce qu'on m'explique pendant ce processus, c'est qu'il y a en fait assez peu d'ordre spontané sur les réseaux, qui est à cause justement de la manière dont ils sont conçus. Et là, on revient à ce que je disais sur le business model et des algorithmes. Et il y a énormément d'argent investi, on l'a bien vu évidemment avec les différentes campagnes américaines, là-dedans, et que je pense qu'en effet, vous parliez d'état de droit, en fait, moi, je défends les choses extrêmement classiques, une norme compréhensible, un juge qui l'applique, et des partis politiques qui, au fond, font la régulation. Il n'y a rien de plus classique. Et au fond, c'est le fondement de nos démocraties. Et au nom de la modernité, j'ai peur qu'on les oublie un peu. Dominique Schnepper. Oui, je rejoins cette proposition. Avec tous les défauts qu'on lui reconnaît à la République représentative, on ne connaît pas d'autre expérience historique de démocratie que la République représentative. Si on en connaissait d'autres, on pourrait discuter. Pour l'instant, chaque fois qu'on a voulu la critiquer radicalement, la remplacer radicalement, on a obtenu les catastrophes que nous savons du XXe siècle. Donc c'est l'instrument institutionnel dont nous disposons et il faut effectivement qu'il y ait de l'engagement du citoyen, qu'il y ait une certaine liberté des parlementaires, qu'il y ait l'application de l'état de droit. On n'a pas d'autre idée. C'est ça dont il faut se rendre compte, parce que comme on n'a pas d'autre idée, il faut la défendre en tenant compte de toutes les difficultés, de toutes les limites que nous avons à différents moments de cet après-midi relevées. Ce n'est pas facile, mais c'est un combat que si les jeunes ne veulent pas le mener, si les démocrates ne veulent pas défendre la démocratie, les dangers extérieurs sont tels qu'il n'y aura plus de démocratie. Et ça, il faut en avoir une pleine conscience. Mario Stasi, et ensuite pour conclure, Darlene Gauthier. Le vote est primordial, puisque ceux qui sont mobilisés, c'est les radicalisés, c'est les minoritaires, ce sont les ennemis de la démocratie. Et vous l'avez compris, mon propos est surtout de ne pas abîmer les institutions, aussi imparfaites soient-elles, l'état de droit ou les partis politiques ou le système démocratique dans son entier. Il faut que les jeunes s'engagent, mais il faut que les jeunes aillent voter. Sinon,
on aura ce qu'on mérite. Merci. Alors, pour conclure, Monsieur Derrière souhaitait que la présidence de la République, qu'il y ait une femme issue d'une association qui s'engage. Darline Cottière, ça vous intéresse? Je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas de prétention électorale. Non, tout ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'on ne pourra pas faire, enfin les jeunes plus particulièrement, ne pourront pas faire sans les réseaux sociaux. Sauf qu'il faut quand même faire cette distinction entre les réseaux sociaux qui sont ou bien qui peuvent faciliter la génération la production de contenu et les réseaux sociaux comme espace de circulation de l'information. Je pense qu'il y a deux niveaux quand même à considérer dans les réseaux sociaux. Et enfin, je terminerai par dire qu'il y a d'autres espaces aussi, d'autres espaces d'engagement. Il y a les associations, il y a l'école, voilà, qui est un espace aussi d'échange, et puis il y a par exemple les rencontres capitales. Donc on a beaucoup de jeunes parmi nous ici aujourd'hui et c'est vraiment un espace intéressant, un espace où on peut vraiment élever le niveau, où on peut aborder des questions de fond pour réinventer le monde de demain. Alors juste, cette fois-ci, c'est vraiment un mot, parce que le thème de notre débat, plus de démocratie, de tolérance, de liberté pour demain, oui, non, peut-être, chacun, pour clore ce débat, répondez-moi. Darline. Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je dirais oui, plus de démocratie et de tolérance. Après, vous me direz que c'est très compliqué, mais maintenant ce cap et voilà, avançons vers ce changement. Mario Stasi. C'est ce que nous voulons tous. Gaspard Koenig. Moi, je dis d'abord plus de liberté pour plus de démocratie. Voilà. Raphaël Glucksmann. Moi, ça dépend uniquement de nous. Donc, décidons. Si on veut plus de démocratie, il va falloir s'investir plus. Et si on décide que finalement, ce qui compte, c'est notre petit bonheur personnel ou nos problèmes personnels, eh bien, on finira par le perdre, la démocratie. Et c'est l'enjeu qui se pose à chacune d'entre nous. Donc, ça dépend de nous. Et Dominique Schnapper. On ne répond pas en oui, non à cette question. Merci à toutes et à tous pour avoir participé à ce débat. Merci aux 4 étudiantes et étudiants. Merci bien sûr à nos 5 invités. Et merci à Christian Auboineau et aux Rencontres Capitales. Et merci à Albéry.